PSF 211, méthode de recherche en psychologie, votre dernière capsule, je crois, qui revient en arrière. Vous vous souvenez, il fallait que je vous parle de ceci parce qu'il y avait eu un petit problème avec l'enregistrement. Et c'est une capsule qui doit être comprise dans le contexte plus large des méthodes observationnelles. Donc, retourner en arrière pour les méthodes observationnelles, c'est les dernières quelques slides de cette présentation-là. Je vous avais laissé, je me souviens exactement du moment, il y avait un camion qui passait par ma fenêtre, j'avais dû fermer la fenêtre, puis ensuite ça avait tout dérangé mon affaire, mais je vous avais laissé en parlant de réactivité. Okay? Et c'était cette idée que parfois, lorsqu'on observe des gens dans une étude, la simple présence du fait, notre présence, ou de leur point de vue, la présence de quelqu'un qui les observe, est assez pour faire changer le comportement de la personne qui est observée. Okay? Et donc ça, cette réactivité-là, c'est un changement de comportement lorsqu'on sait qu'on est observé. Très souvent, ça va prendre la forme suivante, que les comportements des gens vont être subtilement adaptés pour refléter ce qui est plus positif ou socialement désirable. Donc on va un petit peu changer notre façon de réagir aux choses, notre langage, notre façon de nous comporter pour avoir l'air un peu plus socialement désirable. Mais ce n'est pas obligatoire d'être toujours ça. Dans certains cas, ça pourrait être, par exemple, si vous faites des études observationnelles auprès de jeunes contrevenants ou quelque chose comme ça pourrait être parfois que les participants vont se faire paraître plus agressifs, plus tough, ou parfois même chez certaines populations cliniques, certaines personnes pourraient être motivées de paraître plus malades qu'elles ne le sont réellement, par exemple. Donc ça peut être modifié pour aller dans le sens inverse que socialement désirable. Je vous avais mentionné aussi que c'est pas uniquement. On a des raisons de croire que c'est pas uniquement un phénomène humain, qu'on trouve ça, ou qu'on. C'est dur à dire en fait, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'une coquerelle, mais on observe des comportements chez les coquerelles qui suggèrent qu'il y a un effet similaire, que si vous mettez une coquerelle tout seul et vous lui faites faire une tâche, elle va la faire avec certains paramètres, certaines vitesses, une certaine intensité. Mais si vous mettez d'autres coquerelles qui l'observent ou alentour d'elle, ça va changer comment elle fait sa tâche. Donc, l'idée, c'est que on croit que possiblement certains insectes même réagissent à la présence d'autrui. Et ça fait beaucoup de sens. Le système nerveux de pas mal tout ce qui est vivant sur Terre réagit à la présence d'autres organismes similaires alentour d'eux. Il n'y a aucun organisme qui existe en isolation. On existe tous dans des groupes. Et ça fait du sens que insectes, singes, humains, oiseaux, tous et un système nerveux qui, d'une certaine manière, répond à la présence des autres. La question, c'est comment gérer ceci. Donc, il y a différentes façons de gérer. La première, c'est de se fondre dans le décor, évidemment. Donc, si le problème, c'est le fait que les gens savent qu'ils sont observés, bien évidemment, la solution, c'est comment faire pour qu'ils ne savent pas. Bien, se fondre dans le décor. Donc, un observateur pourrait minimiser la réactivité s'il fait ses observations le plus discrètement possible. Dans le cadre, par exemple, d'études développementales, où on s'intéresse, par exemple, aux relations d'amitié entre les enfants ou quelque chose comme ça, on peut, comme on voit ici, mettre les enfants dans une salle et ils jouent, et il y a un miroir à double sens, ici, où est-ce que la chercheure ici observe les enfants et ce qu'ils font, et même on dirait qu'elle est en train de peser sur certains boutons pour codifier ce que les enfants font, combien de fois est-ce que les enfants disent tel mot, ou combien de fois est-ce qu'un enfant coupe la parole à un autre. Elle pèse sur certains boutons ici pour codifier ça. Elle les regarde, mais les enfants, eux, de leur bord, pensent que c'est un miroir, ne s'en rendent pas compte qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Donc, c'est quelque chose qui va parfois s'utiliser dans des études psychologiques observationnelles, pas juste avec des enfants. Dans un contexte public, évidemment, on ne peut pas faire ça, mais on pourrait, un chercheur, un observateur, une observatrice pourrait agir comme si elle était un membre de la foule, tu sais, qui observe les autres. Par exemple, donc une personne normale, si on veut. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'étude de Bowker et ses collaborateurs en 2009. C'était une étude
dont je vous avais parlé dans le cadre du PowerPoint sur les mesures observationnelles, où est-ce qu'on regardait le type de communication qui se passait entre les parents des joueurs de hockey et les joueurs. Puis on avait vu qu'ils observaient, ils avaient catégorisé les communications à différents types. On retournerait voir ça. Ben, dans leur étude, les chercheurs se faisaient passer pour des amateurs de hockey. Donc, littéralement, ils se pointaient dans les arénas, faisaient semblant d'être des amateurs de hockey, écoutaient le match et notaient ce que les parents criaient et disaient aux joueurs, aux coachs, et ainsi de suite. Okay? Ça a été pour eux très facile et il ne semble pas avoir eu de problème. Par exemple, ils rapportent qu'en 69 matchs qui ont été observés, il y a seulement 2 parents qui leur ont demandé ce qu'ils faisaient exactement. Ce qui suggère que leur procédure était très discrète parce qu'ils ont observé plusieurs parents par match et ils ont observé 69 matchs. Donc le fait qu'il y a juste 2 parents qui leur demandèrent ce qu'ils faisaient là suggère que tout allait bien là, au niveau de leur capacité à se fondre dans le décor. La deuxième possibilité, c'est juste de laisser le temps passer. Parce qu'il y a un phénomène qui est présent chez les humains et chez pas mal encore là tout organisme qui a des systèmes nerveux, qui a un système nerveux, et c'est le phénomène de l'habituation. Et vous le connaissez très bien, c'est qu'au début quelque chose semble bizarre et avec le temps vous vous habituez. On s'habitue à beaucoup, beaucoup de choses. Et donc le simple fait de laisser le temps passer peut diminuer cette réactivité-là. Okay? Un chercheur, par exemple, qui souhaite faire de l'observation dans une école auprès des enfants, pourrait laisser les enfants s'habituer à sa présence jusqu'à ce qu'ils oublient qu'ils sont observés. T'sais, si j'ai besoin de faire de la recherche en salle de classe pour, je ne sais pas moi, regarder les comportements des enfants dans la salle de classe par rapport à leur attention, leur niveau d'attention, quelque chose comme ça. Ben, la première fois que je me pointe dans la salle de classe, ils vont faire semblant d'être super attentionnés, puis de tout écouter, puis tout ça. Mais si je me pointe lundi, mardi, mercredi, je fais ça pendant comme 2 semaines. Au bout de 2 semaines, là, ils vont être revenus à leur comportement, puis je vais faire partie des meubles d'une certaine manière. Ça va être normal pour eux. Et donc, il y a des bonnes chances qu'ils reviennent, peut-être pas complètement à ce qu'ils feraient si j'étais pas là, mais plus. Donc, on peut avoir une idée. C'est ça dans les méthodes observationnelles. Peut-être que ce qu'on observe, c'est pas 100% pur, comme si on n'était pas là, mais c'est peut-être 80% pur, et c'est déjà pas pire, parce que si on découvre des choses à 80%, ça veut dire qu'elles seraient encore plus présentes à 100%, par exemple. Je pense à des études où ce sont des études de couple, où est-ce qu'on amène des gens dans des labos, on leur donne des sujets qu'on sait qui sont controversés dans leur couple, puis on leur demande de parler. Puis là, les couples savent qu'ils sont filmés, puis ils s'engueulent un petit peu sur certaines choses, puis on peut mesurer, par exemple, les stratégies qu'ils utilisent quand ils s'engueulent, et ainsi de suite. Mais ils savent qu'ils sont filmés, donc ils s'engueulent moins, mais ils s'engueulent assez pour qu'on puisse retirer des données de ça. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Dans l'observation, le but est peut-être pas nécessairement toujours d'avoir un comportement qui est 100% pareil à ce qui serait si il n'y avait pas d'observateur. Juste le fait que c'est proche, que c'est un petit peu différent, mais pas tant différent, c'est déjà très bien. Ça nous permet d'avoir des données. Okay? Un des meilleurs exemples de ça, d'un exemple populaire, c'est les travaux de Jane Goodall sur les chimpanzés. Et Jane Goodall, je pense, dans les années 60, si je ne me trompe pas, arrive, je ne sais plus c'est dans quel pays, c'est peut-être en Tanzanie, avec des chimpanzés. Puis au début, les chimpanzés réagissaient complètement là, à elle. S'enfuyaient, faisaient toutes sortes de comportements qu'ils n'auraient pas fait normalement, ne faisaient pas des comportements qu'ils auraient fait normalement. Et puis, ce que Jane Goodall a fait, ce qui est fantastique, c'est qu'elle a eu la patience de se pointer dans ces colonies de chimpanzés-là pendant des mois et de juste s'asseoir et les regarder jusqu'à un point où est-ce que leurs comportements sont devenus complètement normaux. Elle s'était fondue dans le décor d'une certaine manière parce qu'elle avait laissé le temps passer. Okay? Donc ça, c'est une solution. Remarquez que la première solution est probablement plus facile que la deuxième. C'est plus facile de trouver une façon de se cacher ou de se dissimuler que de faire de l'habituation parce que cette stratégie-ci peut se faire assez rapidement, en fait.
celle-ci demande du temps. Donc, c'est pas toutes les études qui ont 2 semaines à passer pour que les participants ou les sujets observés, disons, se sentent plus à l'aise. Donc, on n'a pas tout le temps ce temps-là. T'sais. Une troisième solution qui est vraiment créative, très intéressante, c'est que des fois, vous n'avez pas besoin nécessairement d'observer les comportements des gens directement. Hein? Vous pouvez observer les résultats de leur comportement. Et si vous pouvez observer les résultats de leur comportement, vous pouvez inférer c'était quoi les comportements. Ça, c'est un peu la méthode détective, dans le fond. Parce qu'un détective, il n'arrive jamais sur la scène du crime pour observer le crime. Il arrive une fois que le crime a été commis, puis ensuite, si tout va bien, du moins dans les romans ou dans les émissions, dans les téléséries Netflix, il arrive à quels ont été les comportements criminels, puis qui était le criminel, puis qui a fait quoi. Il arrive à ça avec les traces, avec les indices, avec ce qu'il trouve sur la scène. Mais on peut utiliser dans certaines études la même approche. Et il y a des trucs vraiment intéressants. Ça ne marche pas pour tout, évidemment. Mais il y a des études vraiment intéressantes. Comme par exemple, il y a des études dans lesquelles, par exemple, certains musées veulent avoir une idée de quelles sont les expositions qui sont les plus populaires pour leur public enfant. Okay? Ben, une façon de faire ça, c'est de noter l'usure sur le plancher. Parce que les semelles des gens laissent des traces sur les planchers. Tu sais, surtout les semelles de caoutchouc. Là. Et donc, si vous comptez les traces sur le plancher, puis vous voyez que dans certaines expositions, il y a beaucoup plus de traces que dans d'autres expositions, vous pouvez inférer logiquement, raisonnablement, qu'il y a eu plus de gens qui ont visité cette exposition-ci que l'autre. Bon, un contre-argument, ça pourrait être non, le nombre de visiteurs est égal, sauf que dans cette exposition-là, les gens se sont beaucoup plus traînés les pieds puis ont laissé beaucoup plus de traces. Ça serait weird de penser ça. T'sais? Et donc, la conclusion la plus rationnelle, c'est qu'il y a plus de traces de souliers par terre parce que il y a plus de gens qui ont visité. Il y a même des études qui ont regardé les taches de doigts dans les fenêtres pour indiquer l'âge des visiteurs. Tu sais, il y a certaines, par exemple, encore dans certains musées, il y a certains artefacts qui sont protégés par une genre de vitre, si on veut. Et avec certains procédés, avec de la lumière et de la poudre et ainsi de suite, on peut aller noter, on peut aller détecter les traces de doigts laissées par les mains des gens qui ont mis leurs mains sur la vitre. Ça laisse une certaine huile lorsqu'on met des mains sur une vitre. Et en regardant la hauteur, on peut savoir si c'était surtout des petits qui mettaient leurs mains là ou des enfants assez grands ou même des adultes. Donc ça, c'est utiliser non pas les comportements des gens, mais les traces que les comportements des gens laissent. Oups. Une autre possibilité, et c'est des études qui ont été faites, une entre autres par Webb et ses collaborateurs dans les années 60, c'est que si vous voulez avoir une idée du taux de consommation d'alcool dans une communauté, par exemple, vous pouvez échantillonner au hasard à l'intérieur d'une communauté un certain nombre de propriétés, puis passer à travers leur vidange, leur poubelle. Puis trouver le nombre de bouteilles d'alcool vides que vous trouvez dans leur poubelle. Ça va vous donner une idée du taux de consommation d'alcool dans cette communauté-là. Une idée parfaite? Probablement pas. Il y a toutes sortes de critiques, mais je veux dire, c'est mieux que de rentrer chez les gens illégalement puis voir s'ils sont en train de boire puis combien de bouteilles ils sont en train de boire. T'sais. Et si on leur demande, probablement que les gens qui boivent beaucoup vont pas, par désirabilité sociale, ils vont pas vouloir nous dire qu'ils sont alcooliques ou qu'ils boivent beaucoup. Donc, peut-être que dans certains cas, c'est préférable de faire ça. Donc, en s'intéressant aux traces des comportements, les chercheurs peuvent mesurer des comportements sans observer directement les participants, et ça règle tous les problèmes de réactivité. Évidemment, ça introduit toutes sortes d'autres problèmes qui est que tu n'étais pas là pour voir le comportement. Le comportement est inféré et non pas observé. Et lorsqu'on infère un comportement, il y a toutes sortes de variables qui peuvent rentrer en compte qui ne sont pas là quand on est là pour observer le comportement. C'est ce que j'avais à vous rajouter. Je vous laisse là-dessus. Bye bye.